ou bien la reconnaissance vocale. Donc ça produit des résultats assez impressionnants. Donc ça a donné lieu à des modèles comme ChatGPT, qui est très connu, ou bien AlphaGo, donc une application capable de battre le champion du monde de Go. Donc je vous ai dit tout à l'heure, avec les systèmes experts, on avait réussi à battre le champion du monde d'échecs, mais le Go pour un informaticien, c'est plus compliqué. Et donc c'est l'IA connexionniste qui a permis de parvenir à cela. Alors, est-ce qu'on est parvenu finalement au programme de départ de 1956 de l'intelligence artificielle, de ce qu'on avait appelé par cette formule? Au cours de cette histoire, qui est d'abord une histoire technologique, il y a quelques clarifications philosophiques qui ont été proposées. Un philosophe qui s'appelle John Searle a proposé de distinguer l'intelligence artificielle forte ou bien générale et l'intelligence artificielle faible. L'IA qu'on connaît aujourd'hui, c'est une IA faible, c'est-à-dire une IA qui est dédiée à des tâches spécialisées, qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de conscience. Donc l'IA fait de la reconnaissance d'images, de la génération de textes ou d'images, des compétitions de Go, etc. Donc chaque IA a une tâche. Et contrairement à cela, donc l'IA forte ou l'IA générale, ce serait, dans cette optique, une IA qui serait dotée des mêmes capacités intellectuelles que l'homme. Donc le projet de départ de la conférence de Dartmouth. Donc cette IA pourrait apprendre de nouvelles tâches et pourrait s'adapter à un nouvel environnement de manière autonome. Par exemple, si on veut une voiture entièrement autonome, il faudrait au moins des composantes de cette IA forte. Donc l'IA forte, ce n'est pas quelque chose qui existe actuellement, et ce n'est même pas sûr que ça existe un jour. Un chercheur de Facebook disait, qui s'appelle Antoine Borde, il disait, pour faire des machines vraiment intelligentes, nous n'avons même pas les ingrédients de la recette. Donc on ne sait même pas comment parvenir à cette IA forte. Donc l'IA faible, c'est l'outil dont nous disposons actuellement. L'IA forte, l'IA générale, c'est le rêve. Et peut-être l'idole que certains cherchent à fabriquer. La nécessité de cette distinction, donc proposée par ce philosophe, fait apparaître un problème fondamental dans la recherche de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. À l'origine, il y a vraisemblablement un rêve, celui d'une machine qui serait vraiment intelligente. Et avec les succès récents, ceux qui vivent dans ce rêve veulent aller plus loin que l'IA existante. Pour eux, l'IA existante, c'est seulement un premier pas vers cette IA générale. Par exemple, Ray Kurzweil a prédit que l'IA atteindrait le niveau de l'intelligence humaine en 2029. Donc c'est dans 4 ans, il faut se dépêcher. Et tant qu'on y est, la fusion entre l'homme et la machine pour 2045. Donc pour lui, dans cette optique, les découvertes récentes ne sont qu'un tout premier pas. Ce qu'il y a derrière, c'est un peu toujours le même rêve prométhéen. Donc Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est celui qui a fait preuve d'orgueil en allant chez les dieux dérober le feu, et il a été ensuite condamné à être attaché à un rocher et à avoir le foie dévoré. Donc c'est un thème qui revient très souvent dans la mythologie et dans l'histoire humaine. Dans la Bible, l'enjeu est plus profond encore. L'enjeu, c'est celui de l'idolâtrie. L'idolâtre, dans l'Écriture sainte, c'est celui qui prend un objet artificiel, donc, pour en faire un dieu
qui est réponse à toutes ces requêtes, et pour en faire un Dieu, eh bien, il le façonne à l'image de l'homme. Pour en faire un Dieu, il lui donne vraiment cette image humaine. Et il y a souvent un peu de ça chez certains concepteurs de l'intelligence artificielle. Il faut que l'IA se comporte exactement comme un homme, qu'elle ait ses réponses lisses, polies, comme dans l'humanité. Donc avant toute chose, pour se prémunir un peu de ce rêve prométhéen ou de cette tentation de l'idolâtrie, il faut comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'est l'intelligence humaine, pour voir que ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est ici que notre sagesse chrétienne, qui est le fruit de longs siècles de réflexion à partir de la révélation, c'est ici que notre sagesse chrétienne s'avère féconde. C'est donc plus qu'un enjeu technologique, est-ce qu'on va bien réussir à employer cet outil, c'est véritablement, ce qui est en jeu, c'est notre rapport à l'humanité et plus profondément encore notre rapport à Dieu. Acceptons-nous d'être des créatures limitées? Ou bien voulons-nous un outil de toute puissance à notre disposition? Donc la question fondamentale à résoudre, c'est l'intelligence artificielle est-elle intelligente comme notre humanité l'est? Et pour ça, je m'appuierai sur quelques éléments de la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Le premier élément, c'est le rapport qu'il établit entre l'intelligence et la vie. Pour saint Thomas d'Aquin, mais ce n'est pas le seul, toute la tradition chrétienne, l'intelligence, c'est l'activité la plus élevée des réalités de la nature. Au stade le plus bas de la création, le monde est constitué de réalités inanimées qui possèdent simplement l'existence. Ensuite, au niveau supérieur, vous avez les plantes qui possèdent la vie végétative, la vie de plantes. Les plantes se nourrissent et elles grandissent. Ensuite, vous avez les animaux qui possèdent la vie sensible. Les animaux voient, touchent, entendent, se déplacent, etc. Et l'homme possède la vie à un degré plus élevé par son intelligence qui lui permet de connaître ce qui est vrai et d'aimer ce qui est bien, par son intelligence et sa volonté ou son amour. Donc c'est l'âme de l'homme qui lui donne la vie intelligente, si bien que toutes ses actions sont pénétrées de cette intelligence et donc aussi de responsabilité morale. C'est ce qui fait qu'il agit dans le monde avec une morale. Chez l'homme, par exemple, la croissance, c'est pas comme chez les plantes, c'est pas simplement une augmentation de la taille, mais chez l'homme, la croissance s'accomplit d'une plus grande connaissance du monde, d'une expérience du monde, d'une plus grande participation aux tâches du monde, à ses enjeux. Donc, l'homme n'est pas comme un champignon qui pousserait, il est aussi un homme qui va imprimer sa marque dans le monde. De la même manière, quand vous prenez des repas, le repas ne vise pas simplement à vous nourrir comme une plante, mais le repas exerce aussi une fonction sociale, parce que l'homme est un être intelligent, un être social. Donc l'intelligence, c'est le degré le plus élevé de la vie. Et la question est la suivante: si nous ne sommes pas capables de produire la vie au degré inférieur, de manière artificielle, par exemple des plantes artificielles, eh bien, il est impossible que nous soyons capables de produire la vie à un niveau plus élevé, au niveau de l'intelligence. Donc, qu'est-ce que cette intelligence artificielle? Est-ce vraiment une intelligence? Si l'IA n'est pas un vivant, mais qu'elle imite le vivant, eh bien, on peut plutôt en parler comme d'un automate. Les automates
c'est quelque chose de très ancien. Dans l'Antiquité, par exemple, on avait des statues animées. Par exemple, on sait qu'une représentation du dieu Amon levait le bras pour désigner le nouveau pharaon. Au XIXe siècle, on a aussi beaucoup d'automates à figure humaine, par exemple des automates magiciens qui font des tours de magie. La particularité de l'automate, comme son nom l'indique, mu par lui-même, c'est qu'il possède un moteur à l'intérieur de lui-même. Une représentation inerte, par exemple une marionnette, a besoin d'être actionnée de l'extérieur. Avec vos mains, vous allez, ou bien avec des fils, vous allez actionner la marionnette pour qu'elle fasse ce que vous voulez. Mais l'automate, lui, peut lever le bras tout seul, entre guillemets, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un moteur qu'il va contenir en lui-même. Donc, il suffit de remonter le moteur ou bien de lui fournir du carburant. Au contraire, l'humain véritable, il n'a pas de moteur en lui-même, ou pas de cette manière. Il se meut par lui-même. Donc il ne possède pas une partie de lui-même qui serait un moteur, mais son moteur est tout entier en lui-même. Il n'a pas besoin d'être alimenté par du carburant, même s'il faut manger. Dans l'automate, le moteur est distinct du corps du magicien. Par exemple, vous avez un corps de magicien et vous mettez un petit moteur dedans pour qu'il s'agite. Mais dans le cas du vivant, vous ne pouvez pas séparer le moteur du corps lui-même. Ce moteur, c'est son âme. On ne peut pas retirer le moteur. On ne peut pas mettre, vous n'avez pas d'âme de rechange. Donc en philosophie, on dira que le vivant se meut par lui-même. Et par lui-même, ça veut dire par son âme. Alors que l'automate se meut seulement par ce moteur qui est une partie de lui-même. Donc l'automate est divisé en moteur et mu. Donc l'automate, il est en quelque sorte entre la marionnette, donc une représentation inerte, et le vivant. Comme la marionnette, l'automate a un moteur séparable, et comme le vivant, il a un moteur interne. Donc l'automate n'est pas vivant, mais il va produire des actions qui sont comparables à celles du vivant, et c'est même le but de l'automate, par exemple de l'automate magicien qui va faire des tours de magie devant vous, tout seul entre guillemets. Donc ils font la même chose. Mais l'automate et le vivant ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas de même nature. L'automate possède un moteur, alors que le vivant possède une âme. Donc si on regarde seulement la production des résultats, l'automate et le vivant peuvent être mis en concurrence. Extérieurement, ils font la même chose. Mais quant à leur nature, ils sont radicalement différents. L'homme intelligent est au sommet de la vie, alors que selon sa nature, l'intelligence artificielle, ou bien l'automate, est toujours au plus bas degré des réalités. Ce n'est même pas une plante. Ce sont des objets qui ont simplement l'existence, qui n'ont pas de vie. Autrement dit, l'IA est bien artificielle. Mais maintenant, attachons-nous à cette faculté de l'intelligence. Est-ce que l'IA pourrait peut-être être intelligente ? Parce qu'il y a quand même une révolution dans l'intelligence artificielle par rapport à ces simples automates que je décrivais comme le magicien. L'IA semble beaucoup plus perfectionnée. Et la révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle ne traite plus seulement de l'information comme le faisait l'ordinateur, mais l'intelligence artificielle va s'occuper du sens de l'information. Par exemple, si au lieu d'écrire à la main, j'utilise Word pour écrire une lettre, l'ordinateur va traiter les lettres que j'assemble,
va les mettre en page, etc., et va les imprimer. Et ça va me permettre de gagner du temps, peut-être par rapport à l'écriture manuscrite. Mais l'ordinateur ne s'occupe absolument pas de la signification de ces signes. Si je mets des lettres les unes à côté des autres de manière totalement aléatoire, je peux aussi les mettre en page, je peux aussi les imprimer. Word n'en a que faire. Vous aurez peut-être, ce sera surligné en rouge à cause du correcteur d'orthographe, mais ça s'arrête là. Alors que l'intelligence artificielle traite véritablement la signification de l'information. Quand je pose une question cohérente à ChatGPT, il me rend une réponse cohérente. Et c'est le but. Ou bien quand vous utilisez l'autofocus de votre appareil photo pour photographier votre chat, eh bien, il vous indiquera que c'est un chat, c'est un modèle récent, parce qu'il a en lui-même un algorithme avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance d'image. Alors qu'un modèle plus ancien vous renverra seulement des pixels, ceux qu'il perçoit entre guillemets. Donc l'IA ne traite pas seulement l'information telle qu'elle, mais elle traite également la signification de cette information. Mais est-ce qu'il est nécessaire pour cela de posséder l'intelligence? Après tout, le perroquet est capable de faire la même chose. Je n'ai jamais essayé de parler avec un perroquet, mais je pense que si vous lui dites « bonjour », il vous répondra quelque chose dans le genre « bonjour, comment ça va ?» Parce qu'il a appris à faire cela. Donc il va à une réponse, à une question sensée, il va vous donner une réponse sensée. La différence, c'est que l'IA a une mémoire beaucoup plus importante que le perroquet et donc sera capable de faire des réponses plus élaborées. Et cela a conduit une linguiste américaine à parler de l'IA comme d'un perroquet stochastique. Donc une formule qui a fait Flores. Donc le terme stochastique, c'est-à-dire aléatoire, indique la manière probabiliste dont l'IA va traiter l'information. Donc l'IA va, par exemple ChatGPT, va prédire la suite d'une phrase à partir des occurrences les plus probables. Donc, par exemple, si je lui demande de compléter la phrase « le ciel est », eh bien, il va probablement me répondre « le ciel est bleu ». Parce que dans la plupart des textes qu'il a analysés, eh bien, on trouve cette phrase « le ciel est bleu » et non pas « le ciel est jaune » ou « le ciel est rouge ». Mais cela n'a absolument aucun rapport avec le fait que le ciel soit bleu aujourd'hui, même si à Rome c'est souvent le cas. Quand je dis « le ciel est bleu », je pose un jugement de vérité. Je dis ce qui me semble vrai, je pose un jugement sur la réalité et ce n'est pas ce que fait l'IA. Un autre exemple de cette cécité de l'IA, donc du fait qu'elle traite la signification de l'information sans la comprendre. Un autre exemple est une expérience de pensée qui a été imaginée par ce même philosophe, donc John Searle, qu'on appelle l'expérience de la pièce chinoise. Donc on enferme quelqu'un, donc dans son expérience il s'appelle John, c'est son prénom de l'auteur. On l'enferme dans une pièce avec des fiches en carton sur lesquelles sont inscrites des sigles que lui-même ne comprend pas. Et il reçoit des règles syntaxiques pour assembler ces fiches. Et ensuite, il est enfermé dans une pièce, on lui passe des fiches au travers d'une fente dans la pièce et il est censé renvoyer la réponse à partir des fiches qu'il a déjà et à partir des règles. Donc pour celui qui est à l'intérieur, c'est un simple jeu d'assemblage, mais pour ceux qui sont à l'extérieur de la pièce, eh bien, eux, ce qu'ils apportent, c'est des questions en chinois. Et au travers des règles syntaxiques, des règles de la langue chinoise, eh bien, John Searle, ou John, rend des réponses cohérentes en chinois. Donc il ne parle pas le chinois, il ne comprend pas un mot de chinois, mais il est capable de répondre en chinois. Et pour ce philosophe, John Searle, c'est ce que fait l'IA. Elle a plein de règles en elle-même qu'elle a acquises
de manière empirique, à partir de l'immense ensemble de données qu'elle connaît. Et à partir de ces règles qu'elle a élaborées, à partir de cette logique, eh bien, elle va renvoyer des réponses, mais à aucun moment elle ne comprend ni le français, ni l'anglais, ni le chinois, etc. Donc c'est ce qu'on appelle parfois la cécité sémantique, le fait d'être aveugle par rapport à la compréhension des concepts. Et pour traiter donc la signification de cette information, c'est beaucoup plus complexe que ce que cette expérience de pensée décrit. Vous savez que les IA sont entraînées sur d'énormes quantités de données, et par ce processus, elles vont acquérir une certaine logique qui est fixée lors de leur phase d'apprentissage. Donc c'est ici que se trouve le mécanisme qui est caractéristique de cet aspect artificiel de l'intelligence artificielle. Et c'est une logique qui fait à la fois l'intérêt et la limite de l'intelligence artificielle. Elle est très utile lorsqu'elle reste dans son domaine de compétences et totalement inutile lorsqu'elle en sort. Par exemple, ChatGPT est utile pour faire des recherches, pour faire des synthèses, pour améliorer l'écriture d'un texte, corriger des fautes d'orthographe, mais elle est totalement inutile lorsqu'il s'agit de faire de la philosophie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement qu'elle est intelligente si elle produit la même chose que nous-mêmes lorsque nous sommes intelligents? Je voudrais apporter un dernier point de repère qui nous vient de la sagesse chrétienne. L'intelligence est définie comme une capacité d'accéder à l'universel. Et une conséquence de ça, c'est qu'elle est immatérielle. Alors vous allez m'objecter que l'intelligence s'appuie sur le cerveau, qui est bien matériel. Et d'ailleurs, le fonctionnement neuronal a été d'une grande aide pour concevoir l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence ne se limite pas aux processus neuronaux, et d'ailleurs les animaux possèdent aussi des neurones. Le cerveau pour l'intelligence, c'est seulement un moyen d'accès aux images sensibles et d'organisation de ces images. Le propre de l'intelligence, c'est de parvenir à concevoir des notions universelles à partir des images que nous recevons des sens. Donc on appelle ça l'abstraction. Par exemple, l'homme qui rencontre un ordinateur pour la première fois va être surpris, il ne sait pas ce qu'est cet objet. Mais à force de rencontrer des ordinateurs, il va comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, que l'ordinateur est capable de faire des opérations arithmétiques, mais aussi de répondre aux courriers, d'écrire des textes, etc. Et petit à petit, il va élaborer une définition de l'ordinateur, donc par exemple une machine automatique de traitement de l'information. Et avec cette définition, il possède un concept universel qu'il va pouvoir appliquer à d'autres objets qu'il rencontre, à d'autres types d'ordinateurs. Et si l'homme n'a rencontré dans sa vie que des PC, eh bien devant un Macintosh, il va être capable de savoir ce qu'est un ordinateur. Et cet accès à l'universel, c'est quelque chose qui est caractéristique de l'intelligence humaine et qui n'existe pas dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Si vous entraînez une IA à reconnaître des images d'ordinateur à partir d'un PC, eh bien, elle sera sans doute incapable de dire qu'un Mac est un ordinateur. Donc l'IA est contrainte par la logique qu'elle a acquise lors de son apprentissage. Elle est fixée irrémédiablement dans le particulier, même si ce particulier est entraîné et acquis avec un grand nombre de données. Donc pour dépasser cette limite, il faudrait que l'IA ait un accès à l'universel, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment intelligente. Donc pour résumer, l'IA, c'est un automate qui va traiter la signification des signes, mais qui est fixé dans cette logique particulière qu'elle a acquise pendant son apprentissage. Elle n'est pas intelligente au sens strict du terme, parce que l'intelligence, c'est un degré de vie
qui implique l'accès à l'universel. Maintenant que nous avons cerné un peu mieux ce qu'est l'intelligence artificielle ou ce qu'elle n'est pas, je voudrais terminer en évoquant les enjeux de son utilisation. Est-ce qu'on peut simplement l'utiliser comme un nouvel outil? Il y a des nouveaux outils à peu près tout le temps. Un nouvel outil qu'il faudrait simplement apprivoiser. Notre histoire humaine est jalonnée d'innovations technologiques qui ont nécessité des adaptations de la société, soit l'invention de l'imprimerie, l'invention de l'ordinateur, l'invention d'Internet, etc. Ou bien est-ce qu'il faut y voir un danger réel pour l'humanité? Alors j'ai déjà essayé d'écarter l'hypothèse onirique de l'intelligence artificielle générale et la tentation idolâtrique qui l'accompagne, mais comment faire? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Et dans la littérature, vous trouvez beaucoup d'opinions différentes. Par exemple, l'opinion de Luc Julia, donc le concepteur de Siri. Lui, il dit l'intelligence artificielle, ce ne sont que des maths. L'intelligence artificielle, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de... Finalement, du coup, il n'y a pas de danger aussi. Ou bien, à l'autre bout du spectre, un philosophe qui s'appelle Éric Sadin, qui voit dans l'avènement de l'intelligence artificielle un anti-humanisme radical. C'est-à-dire, par le fait même que l'intelligence artificielle existe, il y voit une attaque contre l'humanité. Donc vous avez les deux bouts du spectre, et le chrétien doit se frayer un chemin entre ces deux opinions opposées. La philosophie de la technique au XXe siècle, qui comprend beaucoup de penseurs comme Jacques Ellul, Heidegger, nous a appris que l'outil n'était jamais seulement un instrument au service de l'homme, mais que l'outil, à chaque fois, contribuait aussi à façonner l'humanité. Les nouvelles technologies, elles nous apportent toujours un surcroît d'efficacité. Et c'est pour ça qu'elles sont utilisées. Mais parfois, elles nous font aussi perdre des éléments de notre humanité. Pour prendre un seul exemple bateau, l'avènement de l'individualisme récent n'est sans doute pas totalement décorrélé de l'avènement d'Internet, de la télévision, des réseaux sociaux, etc. Donc on prend seulement peu à peu conscience de l'impact des écrans sur notre vie, et on prend aussi lentement des mesures pour y remédier, pour acquérir une certaine sagesse dans leur utilisation et pour les utiliser à bon escient et se limiter. Donc les nouvelles technologies sont toujours un défi anthropologique, sont toujours un défi pour l'humanité. L'homme acquiert toujours plus de science, et assez vite, mais il n'acquiert pas toujours la sagesse nécessaire pour grandir en humanité avec ces technologies. Alors quels seraient les points d'attention pour faire grandir notre humanité dans un monde qui sera peut-être bientôt pétri d'intelligence artificielle? Et comme je le disais, derrière le rapport à notre humanité, il y a aussi le rapport à Dieu. Je voudrais donner deux indications pour une bonne utilisation de l'IA. La première, c'est garder la maîtrise. Dans la Genèse, Dieu donne à l'homme la mission d'être l'intendant de la création, des animaux, mais également de toute la création. Et l'IA pose la question de ce qui fait le propre de l'humanité. Nous devons décider ce que nous laissons à l'IA et ce que nous gardons, sans quoi nous pourrons avoir quelques problèmes. Un auteur polonais dont je vais essayer de prononcer le nom, donc qui s'appelle Joanna Maciejewska, disait « Je veux que l'IA fasse ma lessive et ma vaisselle pour que je puisse peindre et écrire, et non pas que l'IA peigne et écrive pour que je puisse faire ma lessive et ma vaisselle. » Autrement dit, la lessive et la vaisselle peuvent être déléguées, et c'est même une bonne chose, mais le vrai et le beau ne peuvent pas être délégués. L'IA
ne doit pas nous remplacer pour les tâches proprement intellectuelles. Elle peut nous aider, peut-être, mais jamais nous remplacer. Je prends un exemple de domaine où la question est particulièrement brûlante, c'est le domaine de la justice. Il y a des expériences intéressantes qui ont été faites sur l'impact de l'IA dans le domaine de la justice. Et aux États-Unis, on a demandé à différents juges de traiter un même ensemble de dossiers. Et le résultat était un peu inquiétant. Les peines attribuées par les juges ont été comparées et étaient assez différentes. Alors, c'est le fonctionnement américain de la justice qui est un peu différent du nôtre, mais on constatait que certains juges étaient en moyenne bien plus sévères que d'autres, ce qui signifie que la peine de prison ou l'acquittement ne dépend pas seulement de ce qu'on a fait, du dossier, de l'avocat, mais ça dépend aussi un peu du juge qui est choisi et de l'heure à laquelle il traite le cas, si c'est après le repas ou bien à un moment où il est plus en forme. Donc la question qui suit, c'est est-ce qu'il ne serait pas plus simple de remplacer les juges par des intelligences artificielles qui apprendraient à partir d'un grand nombre de dossiers? Elles seraient sans doute beaucoup plus justes. Et face à ces questions, une chercheuse allemande répond que l'IA ne doit pas être comparée au jugement humain, mais elle doit être comparée plutôt au traitement bureaucratique des dossiers. L'IA, c'est une gigantesque bureaucratie. Parce que l'IA, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'applique pas des jugements, prenez l'exemple du ciel est bleu, mais elle applique des règles qu'elle a élaborées de manière empirique. Alors la question s'est posée aussi aux États-Unis avec un logiciel d'aide à la prise de décision judiciaire, donc qui s'appelle Compass, qui s'appuie sur l'IA. Un logiciel qui devait aider les juges à décider s'il fallait maintenir un condamné en détention ou bien le libérer. Et en 2016, il y a eu une grande controverse parce qu'un média a accusé le logiciel de défavoriser les détenus d'origine afro-américaine. Et plus exactement, le problème était le suivant. Il y avait plus de faux positifs chez les afro-américains, donc des faux positifs, c'est-à-dire des personnes maintenues en détention de manière erronée, et il y avait plus de faux négatifs chez les Européens, c'est-à-dire faux négatifs des personnes libérées alors qu'elles auraient dû rester en prison. En gros, si vous êtes européen, vous avez plus de chances de sortir de prison. Le problème, c'est que ce sont des erreurs discriminatoires. Alors l'entreprise s'est défendue et a défendu également la manière dont le logiciel avait été programmé, mais la critique de ce média était juste. Et le problème, en fait, vient du biais des données. Et si l'on voulait qu'il y ait le même taux d'erreur chez les Européens et chez les Afro-Américains, eh bien, il fallait que les analyses soient faites de manière séparée sur un groupe d'Européens, sur un groupe d'Afro-Américains. Bon, c'est du bidouillage informatique, mais vous voyez quel est le problème derrière? C'est un problème de justice. Est-ce qu'on a le droit d'entraîner un logiciel de manière séparée sur des types de populations différents? Ça, ce sont des questions judiciaires ou démocratiques que l'intelligence artificielle ne va pas résoudre et que l'intelligence artificielle va même compliquer parce que les logiciels sont extrêmement compliqués. Donc ça veut dire que si on confie des décisions à l'IA, on introduit une procédure bureaucratique extrêmement complexe qui sera peut-être beaucoup plus efficace. Mais d'abord, est-ce qu'on est sûr que la procédure sera juste de bout en bout? Et dans le cas de ce logiciel, ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, que faisons-nous lorsqu'il faut aller au-delà des règles? En droit, il est courant qu'on doive se conformer non pas à la lettre de la législation, mais à l'intention du législateur, parce que le droit ne se réduit pas à des algorithmes. Et tout ça, c'est le but de la jurisprudence.
Mais si tout est confié à une bureaucratie chargée d'appliquer des règles, eh bien, on risque de se retrouver dans un monde kafkaïen. Donc, si on remplace les juges humains par une IA, on aura peut-être plus de justice en moyenne, mais on peut se heurter également à de graves injustices. Parce que l'IA en moyenne est toujours excellente. Mais dans quelques cas, elle fait n'importe quoi et ce sera toujours comme ça. Vous connaissez peut-être l'expérience assez fameuse où une IA dans une voiture prend un panneau stop pour un panneau de limitation à 45 km/h parce qu'on a juste ajouté un sparadrap sur le stop. Ou bien sur des images, on peut modifier quelques pixels au hasard, l'œil humain ne voit aucune différence et l'IA va faire n'importe quoi au lieu de reconnaître cette image. Donc on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui est excellent dans 99% des cas et qui fait n'importe quoi 1% du temps. Donc d'où le premier conseil, assez général, garder la maîtrise. Et le deuxième que je voudrais vous laisser pour terminer, c'est garder la mesure. J'ai parlé tout à l'heure du rêve prométhéen. Donc c'est déjà le mot d'ordre des Grecs, pour qui le péché par excellence, c'est ce qu'ils appellent l'hubris en grec, donc la démesure ou l'orgueil. Et le rêve prométhéen ou le rêve ou la tentation idolâtrique de l'intelligence artificielle générale relève assurément de cette démesure. Donc comment garder la mesure ? Nous savons quels sont les coûts de l'IA, que ce soit les coûts financiers ou écologiques. Sam Altman, donc le fondateur d'OpenAI, disait que quelques requêtes à ChatGPT consommaient 1 litre d'eau, ne serait-ce que pour assurer le refroidissement du data center. Donc, et on ne prend pas en compte le coût écologique de la construction du data center et de son entraînement, qui ont des coûts énergétiques colossaux. Donc l'IA, c'est une course qui requiert de nombreux matériaux, des quantités de données colossales, et le rêve de l'IA que j'ai souligné pousse dans ce sens. Mais il y a également des chercheurs qui vont dans le sens inverse, qui préconisent plutôt que les IA soient spécialisées, qu'elles soient plutôt entraînées sur des données plus restreintes, et donc qu'elles soient moins coûteuses en énergie et plus efficaces. Par exemple, je crois que la Conférence des évêques de France a envisagé de monter une IA catholique ou catéchétique. Donc ça entre vraiment dans l'aspect utilitaire de l'IA. L'IA n'a aucune vocation à remplacer l'universalité de l'intelligence humaine, elle ne pourra pas le faire, elle doit au contraire être spécialisée. Et toutes les fonctionnalités qui visent à faire de l'IA une chose qui ressemble à l'homme, donc par l'expression d'émotions, par son caractère policé, ne vont pas dans le sens de cet aspect utilitaire, vont plutôt dans le sens de ce rêve prométhéen, de cette tentation idolâtrique. Donc l'homme ne doit pas seulement exercer sa science, ça c'est le cas, mais aussi sa sagesse pour savoir ce qu'il va faire de l'IA, pour savoir comment l'utiliser, à bon escient, en faire un bon assistant. Et dans beaucoup de domaines de notre vie, et ce sera peut-être encore plus le cas à l'avenir, l'IA peut être un assistant, à condition de ne pas en faire cette idole. Donc je crois que nous avons toutes les ressources culturelles et spirituelles pour affronter ce défi anthropologique, pour acquérir cette sagesse qui nous fera bien utiliser l'IA. Et pour terminer, en ces jours, nous avons particulièrement l'exemple de Pier Giorgio Frassati, alors qui ne connaissait pas l'IA, mais qui avait un goût tout particulier pour ce qui fait vraiment le propre de l'homme, le propre du saint aussi, ce goût pour le vrai, le beau, la joie. N'hésitons pas à l'invoquer tout au long de cette semaine. Et maintenant, nous avons un petit temps pour des questions, si vous souhaitez réagir. Est-ce que vous avez dit que
pas cette force créatrice en fait qui est particulière à l'homme. Mais par exemple, pour le beau et le vrai, si on entraîne l'IA avec des œuvres, etc., elle va réussir à nous faire une œuvre différente des existences, qui s'en inspire et qui est belle aussi. Mais du coup, est-ce que là, il n'y a pas quand même une forme de création du fait qu'après, on n'arrive pas, nous, êtres humains, à reconnaître si c'est une œuvre de l'IA ou si c'est une œuvre d'un artiste qui l'a fait par sa propre intelligence? Merci, c'est une très bonne question. Donc effectivement, tout ce qui est IA générative permet de faire de l'art, entre guillemets. Il y a tout un courant de recherche sur l'art par IA. Il y avait même une exposition, je crois, à Paris il y a quelques mois. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les artistes, comment dire, l'art engendré par IA ne correspond pas à une des définitions de l'art qui est sa singularité. Pour qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait un artiste qui ait un processus créatif et qui ait une certaine difficulté qui engendre l'unicité dans l'œuvre d'art. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle ne va pas réussir à faire cela. En revanche, il y a des créateurs qui font de l'art à partir de l'IA, mais en singularisant cette IA. Par exemple, un artiste peut exprimer ce que la vie de l'humanité avec l'IA par l'IA. Ou bien rajouter une certaine manière de particulariser ou d'utiliser l'IA. Par exemple, il y a des artistes qui vont créer leur propre IA. Donc ce sera une IA créative, non pas au sens où c'est l'IA lui-même, l'IA elle-même, mais au sens où c'est l'artiste qui a entraîné l'IA sur certaines données et qui va réussir à produire quelque chose d'unique. Après, dans tout ce qui est reconnaissance de texte, tout ce qui est poésie, je pense qu'en entraînant l'IA, on va avoir des choses semblables à de la poésie, pareil pour la peinture, pareil pour la musique, mais un expert sera capable, et au fur et à mesure que l'IA progresse, il sera, dans son oreille ou son œil va s'affiner. Je pense qu'un expert sera capable de discerner ce qui vient de l'IA et ce qui n'en est pas. Je pense que si quelqu'un écrit un roman par IA, basique, avec ChatGPT, je pense que chacun de nous sera capable de reconnaître que c'est très lisse, que c'est très convenu, que c'est pas très intéressant. Mais je pense que c'est pareil pour la poésie, ou je ne sais pas si je réponds de manière très claire, mais je pense qu'au fur et à mesure que l'IA progresse, eh bien, l'œil humain aussi progresse et est capable de discerner ce qui est vraiment intelligent. Je vous invite à vous approcher sur ça. Alors en fait, moi j'ai une question du coup sur les deux points qui sont l'accès universel, mais également sur le point de la maîtrise. Parce qu'à vrai dire, c'est tellement basé maintenant sur des milliards de données et également sur des données qui sont privées, parce qu'ils ont été notamment mis en cause par la Cour de Californie pour ça. Et récemment, la dernière version de ChatGPT a été retardée parce que la machine pouvait justement mentir aux développeurs et se reprogrammer elle-même. Et donc ils sont un peu embêtés sur ça. Est-ce que du coup c'est pas un peu trop tard déjà ? Alors ça dépend ce qu'on entend par trop tard. Effectivement, la question des données, c'est une question extrêmement importante. Hein. Donc je vous ai dit que la révolution récente reposait sur trois choses, donc le hardware, donc les GPU, les données et le modèle d'entraînement des réseaux de neurones. Donc, l'accès aux données, c'est un problème essentiel et on bute en quelque sorte sur une limite,
une fois que ChatGPT a aspiré tout Internet, sur quoi on l'entraîne? Donc il y a toute la question aussi de... actuellement, on ne l'entraîne pas sur les données récentes parce que il y a des données qui viennent de l'IA. Donc si on entraîne l'IA sur des données qui viennent de l'IA, la fiabilité diminue. Après, la question, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Je voudrais insister sur le point que j'ai déjà souligné, hein, la différence entre IA faible et IA forte, ou bien l'IA qui apprend, etc. tout seul. L'IA ne parviendra jamais à la conscience, disons, une sorte de rébellion contre l'humanité. Quand on dit qu'elle ment, en fait, l'IA n'a aucun accès à la vérité. Elle produit un résultat qui, s'il était produit par nous, serait un mensonge, mais elle ne ment pas. Donc je pense qu'il faut sans cesse se dire, mais l'IA fait comme le vivant, mais elle n'est pas un vivant, elle est un automate. Et ça, cette confusion, je pense qu'on la trouve à de nombreux endroits, pas partout, mais je pense qu'il faut sans cesse se battre dans sa tête en se disant non, l'IA n'est pas une IA forte actuellement et elle ne sera sans doute jamais à cause de cette impossibilité d'accéder à l'universel. Et la question, c'est pas est-ce qu'un jour elle pourra accéder à l'universel? Elle n'a pas ce degré de vie qu'est l'intelligence. Pour être intelligent, il faut avoir de l'immatériel en soi. S'il n'y a pas d'immatérialité, le matériel est toujours le particulier. Et dans l'IA, là où ça se voit, c'est dans cette logique singulière, cette logique particulière qu'elle a acquise par son entraînement et qui fait qu'elle ne peut pas dévier de son entraînement. Alors j'avais une question justement sur les aspects pratiques de l'utilisation de l'IA. Comment dans une société où notre attention est capturée, fait l'objet d'une guerre, d'un marché entre les réseaux sociaux, les écrans, la société de surconsommation, comment on peut exercer notre intelligence et garder la maîtrise d'une part, et est-ce que la philosophie réaliste de saint Thomas peut nous aider à muscler notre intelligence, et si oui, comment ? Merci, oui, très bonne question. Je dirais qu'il y a... Si on regarde du côté de la philosophie de saint Thomas, c'est peut-être pas tellement l'aspect intellectuel. J'en ai parlé un petit peu pour distinguer intelligence humaine et intelligence artificielle. Je pense qu'il faut aussi regarder du côté de la morale chrétienne. Comment discipliner en nous cette tendance à la distraction. Ça, je pense que, d'une part, il y a une question de régulation. Hein, on le sait très bien pour tout ce qui est écran aujourd'hui. Les téléphones proposent des applications de gestion du temps d'écran, etc. Donc on y est très sensibilisé, très sensible. Et on fait tous des efforts. Je pense que la même question va se poser pour l'IA, ce que j'essaie de souligner. La question qu'on devra se poser, c'est pourquoi, en deux mots, pourquoi utilisons-nous l'IA? Je parlais de la lessive et la vaisselle. Est-ce que j'utilise l'IA pour corriger mes fautes d'orthographe ou est-ce que j'utilise l'IA pour faire mon devoir à ma place? Si j'utilise pour corriger des fautes d'orthographe, c'est un outil fabuleux pour ça. Et pourquoi s'en priver? Si je l'utilise pour faire mon devoir à ma place, le risque qui s'ensuit, c'est que je perds ma faculté intellectuelle, ou je ne l'entraîne pas suffisamment, je ne m'entraîne pas à réfléchir. De même que, on utilise Wikipédia dès qu'on veut connaître une date, on n'entraîne pas sa mémoire. C'est pas un drame dans le cas de Wikipédia. Je pense que dans le cas de l'intelligence artificielle, c'est une vraie question. Dans l'éducation, il faut absolument limiter la tentation de faire les devoirs par l'intelligence artificielle. Parce que sinon, tout simplement, les étudiants n'étudient pas. À quoi ça sert d'aller faire des études si c'est pour
Parce qu'on fait des études en intelligence artificielle pour faire des intelligences artificielles, mais si on fait des études de philosophie, le but, c'est d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à faire de la philosophie. Et pour ça, il faut délaisser l'intelligence artificielle et réfléchir par soi-même. Réfléchir tout court. Merci beaucoup, cher frère. Ces éclaircissements essentiels. On va s'arrêter là. Bonne journée à vous tous pour la fin de l'après-midi. Merci.